Bien, bonjour pour ce nouveau module qui va traiter de la sécurité. Donc nous sommes toujours encore en train de finaliser toutes les informations et tous les réglages que l'on peut faire dans les préférences système. La sécurité n'y fait pas exception, elle est ici, cette petite maison avec une roue de coffre-fort. Donc on va cliquer sur cet élément-là. On va tout de suite ouvrir le cadenas parce que sinon il y a des choses qu'on ne pourra pas faire si on n'est pas identifié en tant qu'administrateur. Voilà. À partir de là, on voit par exemple ça c'était grisé. Là on peut maintenant faire des modifications. Donc il y a 4 onglets au niveau de la sécurité. Dans la partie générale, on peut décider ici de demander un mot de passe lorsque l'ordinateur entre en suspension. Alors si c'est un ordinateur à la maison, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça. Si c'est un ordinateur qui voyage, comme un portable que vous amenez à l'école, vous l'ouvrez, vous travaillez, ensuite vous quittez votre place de travail pour aller chercher quelque chose, ou aller aux toilettes, ou je ne sais quoi, ou vous restez croché dans une discussion avec une collègue, et votre ordinateur reste ouvert. Donc là, on peut éventuellement, si vous trouvez que c'est nécessaire, on pourrait exiger un mot de passe, et après choisir par exemple, après 1 minute d'inactivité, au moment où l'ordinateur tombe en suspension d'activité, on aurait pendant 1 minute, il ne demanderait pas le mot de passe, et après 1 minute, il demanderait le mot de passe. Le mot de passe est évidemment celui que vous utilisez quand vous démarrez votre ordinateur, c'est votre mot de passe administrateur de votre session. Alors voilà, à vous de voir si c'est quelque chose qui est important pour vous, pour sécuriser l'accès à votre ordinateur. La plupart du temps, tant qu'il est à la maison et si on ne quitte pas trop son ordinateur des yeux, on peut aussi simplement ne pas le demander. Donc on va désactiver le verrouillage. Vous verrez assez vite, vous pouvez essayer de le cocher. Et puis si après toutes les minutes vous devez re-rentrer le mot de passe, ça va peut-être finir par vous énerver et vous allez le décocher par vous-même. Maintenant, si vous fermez le clapet, si vous fermez le couvercle de votre portable, logiquement, si on rouvre le portable, si on rouvre le couvercle pour réactiver l'ordinateur, théoriquement, il demande aussi le mot de passe. Donc ça devrait jouer normalement avec juste fermer l'écran de votre portable et le rouvrir. Sur un ordinateur de bureau, ça se pose, on peut se poser la question de le faire, parce que là, vous ne pouvez pas le prendre avec vous, et si vous quittez votre place de travail, eh bien, on peut avoir besoin de cette sécurité-là. Après, on peut afficher également un message, si jamais vous voulez... lorsque l'écran est verrouillé. Désactiver l'ouverture automatique, ça c'est quelque chose qu'il faut laisser cocher, ça je vous déconseille vraiment, même si c'est effectivement très pratique que lorsqu'on allume un ordi, qu'il est tout de suite disponible et qu'on n'ait pas de mot de passe à entrer. C'est clair que c'est très pratique, mais franchement, ça c'est un cadeau que vous faites si vous vous faites voler votre appareil. Eh bien votre voleur pourra lui aussi très facilement ouvrir votre ordinateur, ce qui n'est pas le but non plus. Donc il faut vraiment laisser ça cocher. Ne pas avoir une session automatique qui s'ouvre, mais une session qui s'arrête et qui demande un mot de passe pour entrer dans votre ordinateur. Là en dessous, c'est un bouton un peu particulier. Si vous cliquez App Store, ça veut dire que l'ordinateur n'accepte de lancer que des applications qui sont téléchargées depuis l'App Store. Donc ça veut dire que vous achetez exclusivement des applications sur l'App Store et que vous n'installez aucune autre application, par exemple en la téléchargeant sur un site web, ou voilà, pas tous les développeurs, pas toutes les applications existent sur l'App Store. Certaines sont disponibles et certaines, les développeurs ne veulent pas. Ils vont simplement proposer leurs produits en téléchargement sur leur site, et à ce moment-là, s'ils sont identifiés par Apple, donc à ce moment-là, l'application se lancera. Et puis autrement, eh bien, il faudra utiliser une petite astuce pour la lancer.
Dans ce cas-là, s'affichera une petite boîte de dialogue qui dira que on ne peut pas lancer l'application parce que le développeur n'est pas identifié. Il faut alors aller dans les applications où l'application est installée et puis faire un clic droit sur cette application, et avec le menu contextuel qui apparaît, on pourra choisir ouvrir. Et là, il y aura la possibilité de voulez-vous ouvrir. Il y aura de nouveau un avertissement, ce développeur n'est pas identifié, êtes-vous sûr de ce que vous faites, voulez-vous vraiment ouvrir cette application? Et là, vous pouvez dire oui, et à ce moment-là, l'application s'ouvre. Cela ne se fera qu'une seule fois, la toute première fois, et ensuite ça ne vous embêtera plus. Mais la toute première ouverture de cette application d'un développeur non identifié doit se faire avec ce clic droit sur l'icône de l'application. Ok, passons au deuxième onglet. Ici, oui, au niveau de avancé, là on peut demander de se déconnecter après un certain nombre de minutes d'inactivité, qu'il y ait une déconnexion automatique qui se fasse. Et puis on peut aussi exiger un mot de passe administrateur, donc toujours ce fameux mot de passe que vous utilisez quand vous démarrez votre Mac. Là on pourrait à l'ensemble du système, on pourrait pour les préférences par exemple bloquer l'accès aux préférences, qu'on ne puisse pas ouvrir les préférences, donc la boîte, la fenêtre qui est affichée à l'arrière, hein. Donc un blocage complet pour qu'on ne puisse pas changer quoi que ce soit sur votre ordinateur. C'est un petit peu extrême, alors voilà, mais peut-être que dans certains cas on a besoin de ça. Bien, passons au deuxième onglet, FileVault. Alors FileVault, c'est un système de protection de cryptage à très haut niveau. Crypter des données, ça veut dire les transformer complètement pour qu'elles deviennent totalement illisibles. Et pour pouvoir décrypter de telles données, il faut un mot de passe de session, une clé de secours pour accéder à nouveau à vos données. C'est un peu extrême, ça fait un peu militaire tout ça, cryptage. Donc voilà, si vous êtes une personne tout à fait normale avec des besoins normaux et standards, vous aurez jamais besoin de FileVault. Si vous avez des données très sensibles d'une entreprise qui ne doivent surtout pas tomber en de mauvaises mains, à ce moment-là, ce sera nécessaire d'activer ce FileVault. Il s'active d'un seul bouton comme ça et voilà, et c'est terminé. Pour un utilisateur standard, normal, comme vous et moi, enfin comme moi, je dirais il y a quand même des risques, certains risques, surtout lorsque un disque tombe en panne et qu'il faut le réparer et récupérer des données, ou alors lorsque vous changez d'ordinateur et qu'il faut transférer toutes vos données sur un nouvel ordinateur, et bien là il se pourrait que FileVault vous mette des bâtons dans les roues et complique la récupération des données. Donc voilà, à un moment donné on va bien changer d'ordinateur, on aura oublié FileVault depuis longtemps parce que ça se fait en tâche de fond, hein, on ne le voit pas fonctionner. Mais le jour où vous avez besoin de changer d'ordinateur, et bien voilà, ça sera un peu plus compliqué et peut-être même parfois impossible dans certains cas où on ne peut plus récupérer ces données vu qu'elles sont sécurisées un maximum. C'est aussi très difficile de les récupérer, c'est un peu le but. Mais bon, voilà. Donc si vous n'avez pas vraiment besoin de sécuriser vos données, n'activez pas ce système-là. Le coupe-feu, ça par contre, ça c'est une bonne idée de l'activer. Donc ça, je vais directement cliquer sur l'activation. On voit ici que le coupe-feu est activé. Vous ne verrez normalement pas de changement dans vos utilisations d'internet. Le coupe-feu, une fois activé, va simplement surveiller les applications installées et il va vérifier que celles-ci ne communiquent pas des données illicites, des données non désirées vers l'extérieur et qu'elles ne reçoivent pas non plus d'instructions en direction de votre ordinateur. Donc c'est ce trafic avec les applications et Internet qui est surveillé.
Alors voilà, après il y a les grands éditeurs, Apple, Microsoft et tous les autres, ils ont des bases de données très importantes de toutes sortes de malversations et de toutes sortes de sites qui font des activités euh, pas très reluisantes, hein, qui essayent de voler vos données, qui essayent d'installer des éléments cachés pour surveiller ou piquer des mots de passe ou ce genre de choses. Eh bien, là, le coupe-feu sera actif et va surveiller en fait le transit. Et s'il remarque que quelque chose est un peu bizarre, à ce moment-là, vous recevrez un message comme quoi quelque chose a été bloqué parce que c'est suspect. Donc ça, on peut le laisser. Moi, sur mon ordi, il est activé depuis des années. Il ne m'a jamais dérangé. Alors après, voilà. Concrètement, je ne sais pas ce qu'il a fait comme travail et de combien de choses il m'a protégé durant toutes ces années, mais il est quand même là pour travailler en tâche de fond. Au niveau des options, voilà, là par exemple la gestion à distance ou le partage d'écran. Partager un écran, c'est lorsqu'on a un deuxième ordinateur à la maison et puis qu'on veut afficher l'écran de l'autre ordinateur pour par exemple passer des données, pour copier des données de l'un à l'autre. Voilà. Au niveau du partage d'écran, lorsque je suis chez moi, il n'y a aucun souci, j'autorise le partage d'écran. Donc là, je ne veux pas que le coupe-feu ici me dérange ou me bloque lorsque je fais ce genre d'opération. Gestion à distance. La gestion à distance, c'est lorsque on prend la main sur un ordinateur à distance, lorsqu'on le contrôle, par exemple pour faire des réparations chez ses parents et qu'on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer tout de suite chez eux pour régler un problème, eh bien on peut choisir de contrôler à distance l'ordinateur. Donc dans ces conditions-là, effectivement, là j'autorise, parce que la gestion à distance est elle-même sécurisée, hein, donc on ne peut pas partager n'importe qui, n'importe quoi avec n'importe qui. Donc le partage lui-même, la gestion est sécurisée, donc je ne vais pas encore rajouter le coupe-feu dans l'équation. Donc là j'autorise les connexions entrantes. Voilà, voilà, donc ici par exemple les logiciels intégrés, là automatiquement j'accepte qu'ils communiquent. Si j'installe je sais pas, une application de communication, Signal, WhatsApp ou d'autres, cette application, lorsqu'elle sera installée sur mon ordinateur, va tout de suite recevoir l'autorisation de recevoir des données. Donc là aussi le coupe-feu ne va pas intervenir. Autoriser les logiciels signés et téléchargés. Donc là, voilà, de nouveau. Donc on est ici dans les éléments de l'App Store et des développeurs identifiés. Ces développeurs-là ont l'autorisation. Ils sont identifiés. Ceux de l'App Store, évidemment, également. Voilà. Donc ça, ce sont les logiciels signés et téléchargés. Si vous téléchargez et que vous utilisez l'astuce de lancer l'application alors que le développeur est non identifié, là c'est à vos risques et périls. C'est vous qui devez connaître l'application que vous téléchargez et c'est vous qui donnez l'accès et l'autorisation d'ouvrir cette application la première fois. C'est avec ce fameux clic droit pour ouvrir l'application quand même après avoir reçu le message de refus de la part de macOS. Ok, donc là, oui, faites attention de ne pas télécharger n'importe quoi, renseignez-vous, regardez sur les forums ce qui est dit sur l'application que vous voulez télécharger. Et puis si c'est une application très connue, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez accepter l'ouverture de cette application. Le mode furtif, oui, vous pouvez, mais bon, il n'y a pas besoin. Donc ne pas répondre ou reconnaître les tentatives depuis le réseau, tels que les pings. Les pings, c'est quand on envoie un ping justement sur un ordinateur distant pour voir s'il répond, par exemple, pour voir s'il est actif. Et s'il y a une réponse, eh bien, celui qui envoie le ping, il sait, tiens, ça c'est un ordinateur qui est actif. Bah, par exemple, si on clique ici sur le mode furtif, votre ordinateur ne répond plus à ces pings. Et
du coup, l'autre ne sait pas si votre ordinateur est actif ou pas. Mais bon, des fois les pings sont aussi importants. Des fois ça permet de confirmer une connexion en disant oui, ah, l'ordinateur est là, ok, je peux me connecter dessus. Donc le ping peut aussi être important. Donc si vous cachez si votre ordinateur ne répond plus, il peut y avoir d'autres problèmes qui apparaissent. Donc là, à moins que vous ayez des problèmes, quoi que ce soit, je dirais pour l'instant, vous pouvez laisser désactiver. Alors après, bloquer toutes les connexions entrantes ici, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement être utile si vous avez l'impression ou si vous pensez ou s'il est avéré que quelque chose essaye de prendre le contrôle de votre ordinateur ou essaye de vous spammer par exemple ou ce genre de choses. Là, on pourrait faire un blocage des connexions entrantes, c'est-à-dire que plus personne ne pourrait rentrer sauf les services minimaux d'internet de base. Mais voilà, après c'est clair que ça bloque tout le reste aussi, tout ce qui est bien. Donc là pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser comme ça. Bien, passons au dernier onglet de confidentialité. Alors là, on a quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas complexe, mais c'est parfois un peu surprenant. La confidentialité, ce sont toutes les autorisations qui sont données à des tiers, à des applications qui sont installées, à des demandes d'application. Lorsqu'une application veut, par exemple, enregistrer le son de votre ordinateur, parce que tout simplement c'est une application d'enregistrement de son. Si une application veut utiliser la caméra de votre ordinateur, là aussi c'est une application que vous aurez peut-être téléchargée pour justement pouvoir filmer avec la caméra de l'écran. Toutes sortes d'autorisations qui auparavant étaient totalement invisibles. Toutes les applications avaient toutes les autorisations. Et puis maintenant, avec cette croissance de vouloir sécuriser à tout prix, et on essaye de tout sécuriser, macOS est devenu très exigeant. Et pour chaque petit truc qu'une application va demander, il va demander de confirmer. Et puis, donc, confirmer chez vous en tant qu'utilisateur. Et vous devrez confirmer si vous autorisez ou pas ce qui s'est passé. Alors par exemple, vous lancez pour la première fois une application qui enregistre du son, vous aurez une boîte d'alerte qui va apparaître. Attention, l'application demande l'autorisation d'utiliser le micro et vous devrez mettre OK. Et puis ceci, visuellement, se passe ici, dans cette zone-là. Par exemple, si je prends par rapport au micro, voilà, ici, ça, ce sont les applications qui, pour l'instant, sur ma partition de démonstration pour le cours, ce sont les applications qui ont demandé une autorisation. Comme vous l'avez remarqué, je vous parle donc à travers un micro et l'application que j'utilise est ScreenFlow. C'est cette application qui est ici. C'est avec celle-ci que j'enregistre et que je fais les démos. Cette application a reçu l'autorisation d'enregistrer le son. Si je décochais ici, eh bien vous n'entendriez plus rien parce que l'application n'aurait plus les droits d'enregistrer du son. Cette application enregistre également de la vidéo, vu que vous pouvez voir ce qui se passe à l'écran, ça veut dire que l'écran est filmé. Donc si je vais regarder où c'est, voilà, c'est ici, enregistrement de l'écran. Je vois que ScreenFlow a l'autorisation d'enregistrer l'écran de cet ordinateur. Donc je les passe vite en revue, mais sans m'arrêter sur chacun des éléments. Voilà, quelles sont les applications qui ont le droit de localiser où vous êtes. Eh bien, ici j'ai plan. La météo, je pense que ça pourrait s'ajouter. Parce que si je regarde la météo sur mon ordinateur, j'aimerais bien qu'il regarde dans ma région. Et pour que regarder dans ma région, je suis bien obligé de l'autoriser à lui dire où je me situe. Comme ça, il ne me donne pas la météo de Casablanca, mais d'ici, de Genève. Voilà. Ici, il n'y a rien de spécial. Là, on peut voir au niveau du système. Oui, d'accord, ok.
Donc ça, ce sont des autorisations au niveau du système qui permettent de mettre en réseau, par exemple, ce genre de choses. Okay. Donc ça, c'est par défaut, vous pouvez laisser, il n'y a pas besoin d'y toucher. Au niveau des contacts, l'application Contact, qui est ici, cette application-là, je ne l'ai jamais lancée, donc elle n'a jamais rien demandé. Alors essayons quand même juste pour voir s'il demande quelque chose. Non, là il ne me demande rien de spécial. Donc là, c'est bon. Ok, au niveau du calendrier, il ne m'a rien demandé non plus, rappel non plus, photo non plus, appareil photo. Ah bah oui, pour faire des captures d'écran, mon application pour faire le cours, ici, je l'autorise à faire des captures d'écran. Le microphone, on l'a vu. La reconnaissance vocale, pour l'instant, aucune application a demandé une autorisation. Accessibilité, voilà, ces deux applications. Ça, c'est une application pour la lecture vidéo, à l'autorisation, à accéder à des éléments d'accessibilité. Surveillance de l'entrée, c'est surveillance du clavier. Donc pour l'instant, rien n'a été installé. Mais si par exemple j'installais une application qui gère les mots de passe, par exemple, eh bien les mots de passe, on les écrit sur le clavier. Donc cette application demanderait l'autorisation de surveiller, de regarder et de pouvoir lire ce qui est écrit sur un clavier. Et à ce moment-là, vous lui donnez l'autorisation. Parce que voilà, vous l'avez téléchargé, vous savez ce que fait cette application, et à ce moment-là, vous dites OK, je l'autorise. Accès complet au disque. Alors là, il y a déjà des choses. Oui. Alors Carbon Copy Cloner, c'est l'application qui permet de cloner son disque et d'en faire une copie sur un disque externe. Il est tout à fait évident qu'il faut lui donner les droits complets d'accès au disque, parce qu'il doit accéder au moindre petit recoin de votre disque dur afin de copier et de cloner votre système et vos données. Donc lui a l'autorisation de regarder partout sur le disque. ScreenFlow, qui me permet de faire mon cours, n'a aucune raison d'aller voir partout sur mon disque. Il a le droit d'aller sur mon disque externe et c'est tout. J'ai aucune raison de lui donner plus de droits, donc lui je laisse décocher. Voilà, fichier et dossier. Donc de nouveau, voilà. Donc ici mon application a le droit au volume amovible, c'est-à-dire les volumes externes, c'est-à-dire le disque dur qui est ici, que je mets là en bas dans le coin. Ça c'est mon disque externe, et bien ScreenFlow a le droit d'y accéder et d'y sauvegarder les vidéos que je fais. Voilà, il a le droit d'accéder aussi au dossier documents, parce que là c'est là que j'ai l'ensemble du cours, où je stocke l'ensemble du cours, donc l'application a le droit d'y accéder. Ok, enregistrement de l'écran, on vient de le voir, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire je suis en train d'enregistrer cet écran pour que vous puissiez le voir sur la vidéo. C'est donc bien lui qui a le droit de le faire. Et puis après on continue, selon les installations que vous avez, si vous avez du Bluetooth, ici j'ai rien, il y a des applications qui demandent des droits. Donc voilà, après il faudra voir au fur et à mesure. Mais sachez simplement ce qu'il faut. Ah oui, publicité peut-être, avant de conclure. Il y a des publicités personnalisées qui sont ici acceptées par défaut. Donc si vous ne voulez pas recevoir de publicité personnalisée, eh bien vous décochez. Et l'analyse et amélioration, là aussi vous pouvez décocher si vous ne voulez pas que Apple sache la manière que vous utilisez les services. Et bon, pour eux c'est pour améliorer, mais ça pourrait aussi être pour tracer et regarder ce que vous faites. Donc là vous pouvez aussi refuser le partage. Donc ces deux choses, par défaut vous verrez qu'il y a des autorisations, ils se prennent une autorisation sans demander, mais vous pouvez aller le décocher si vous voulez. Voilà, donc toute cette partie-là, confidentialité, vous n'aurez pas à y aller normalement comme ça à l'avance, mais c'est au moment où vous allez installer une application. Là, ne soyez pas surpris que tout d'un coup, il y ait une petite fenêtre d'alerte qui apparaisse et qui dise l'application demande l'accès au micro. Donc là, vous vous dites plus maintenant, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous êtes là, vous avez la boîte devant vous et vous dites, oups, mon Dieu, ok.
et vous savez, c'est dans les préférences système. D'ailleurs, souvent, l'application dans la petite boîte prévoit directement déjà le bouton qui va dans les préférences système, donc il vous facilite aussi la tâche. Donc vous pouvez accéder directement en cliquant dans la boîte. Donc le bouton va vous faire ça, il va vous ouvrir les préférences système, il va vous mener dans sécurité, dans confidentialité. Et je pense qu'il sera même suffisamment sympa, si c'est par exemple pour l'enregistrement de l'écran, il va même vous ouvrir ici la bonne rubrique, ici. S'il a besoin d'un accès au micro, il va vous ouvrir automatiquement cette zone-là, et vous verrez alors apparaître le nom de la nouvelle application qui vient de demander. Et à ce moment-là, vous cochez et vous lui donnez cette autorisation. Voilà un peu le fonctionnement de ces derniers onglets. Il est vraiment lié à chaque fois que vous lancez une application. Si cette application a besoin de droits, à ce moment-là, c'est dans cette zone-là que ces droits vont être donnés.